démarrer ce matin sur une intervention qui vise à essayer de comprendre au niveau de l'expérience comment finalement se développe, pour faire gros, on va détailler ça, mais comment se développe la capacité à comprendre les situations professionnelles. Voilà, donc, et en sous-titre, j'avais marqué les apprentissages interprétatifs. Bon, ça, on va voir un petit peu ce que c'est. Et alors, au niveau de la problématique générale, si vous voulez, je vais vous parler peut-être d'une expérience personnelle. Quand j'ai fait mon travail de recherche, quand j'ai fait mon travail de thèse, en fait, le fait de travailler sur certains apprentissages, je me suis aperçu que finalement, ça a modifié pour moi ma façon de concevoir mon propre apprentissage. Et l'effet en retour que j'ai pu percevoir, c'est que finalement, mieux comprendre certains processus d'apprentissage qui se réalisent au cours de l'action, naturellement, dans l'interaction avec les situations, et bien mieux comprendre ces processus-là a un effet en retour qui est que finalement, on se met à pouvoir quasiment en piloter une certaine partie, en partie évidemment, c'est très implicite, mais quand même, il y a une espèce d'effet de réflexivité qui fait que finalement, on arrive à changer son rapport à l'apprentissage et transformer finalement son apprentissage. Voilà. Donc je vous parle de ça parce que c'est vrai que je me suis dit qu'après tout, si ça avait ses effets sur moi, probablement que ce serait intéressant de creuser cette question au niveau de l'intervention pour que ça puisse avoir des effets sur d'autres. Donc, si vous voulez, je pense que bon, dans les situations professionnelles, en fait, dans les situations dans lesquelles on est, ou professionnelles ou pas d'ailleurs, quand on est en action, finalement, on est en interaction avec des situations. Et pour pouvoir agir, le point central, c'est que pour pouvoir agir, finalement, on est obligé de donner sens aux situations que l'on rencontre, et que c'est parce qu'on donne un certain sens aux situations que l'on rencontre que finalement on agit de telle ou telle manière. Hein, suivant voilà. Donc effectivement, par exemple, quand on a des moniteurs de voile qui encadrent et quand ils attribuent leurs difficultés, les difficultés des élèves à rester sur un parcours, au fait que le vent fasse dériver les élèves ou à la présence de courant, évidemment, ils ne vont pas avoir la même action que s'ils pensent que leur parcours est mal placé par rapport au vent ou que les élèves ont des difficultés de viser, de bouée ou qu'ils ne savent pas diriger le bateau. Donc évidemment, suivant donc le sens que je donne à la situation, mon intervention dans l'action va être orientée de façon complètement différente. Bon, ça c'est évident, tout le monde le sait. Alors, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a un effet de l'expérience qui consiste à finalement faire évoluer la façon dont on voit les situations. Et les recherches sur les opérateurs expérimentés a montré que finalement, ils avaient plus de cas différents, plus fins, plus de cas, et étaient capables de voir les choses de façon aussi plus générale, plus approfondie à certains moments. Donc, si vous voulez, leur capacité à comprendre les situations était plus fine, plus détaillée, plus approfondie, mais aussi des fois plus générale, on voit les choses d'un peu plus loin. Hein. Donc, il y a un effet de l'expérience qui est important. C'est pas uniquement, et c'est vrai qu'on a tendance à focaliser là-dessus, l'expérience finalement, on a tendance à voir le côté action, c'est-à-dire les gens agissent, oui, il sait mieux faire, il est compétent, ça veut dire qu'il atteint le but, il atteint la performance, mais il y a un élément qui est fondamental de mon point de vue, c'est que la conception, la compréhension des situations, le sens qu'on leur donne, évolue en fonction de l'expérience. Et c'est une dimension de l'expérience que de fabriquer cette espèce d'acuité à comprendre les situations de façon différente, leur donner un sens différent. Alors, voilà, maintenant je passe de, vous voyez, comprendre à donner un sens, parce que finalement, on n'est pas toujours dans une action de raisonnement approfondi. Des fois, les situations nous apparaissent évidentes, hein, puis des fois moins. Bien. Donc, ce passage, alors,
voilà, donc pour faire gros, si vous voulez, ces processus qui font que de cette activité qu'on a tout le temps sur la compréhension des situations, sur le fait de leur donner un sens, finalement on va en garder une trace et que ça, on va avoir une évolution progressive d'une compréhension plus efficace des situations, eh bien il y a des processus qui permettent finalement cette évolution-là, et c'est précisément ces processus qui permettent l'évolution d'une compréhension différente des situations que j'appelle les apprentissages interprétatifs. Voilà. Donc, alors, au niveau du plan général, donc, mon propos sera d'essayer je vais rapidement essayer de présenter effectivement un peu des aspects théoriques sur ce que j'appelle l'interprétation de la situation, donc la façon de la comprendre, mais de la comprendre de façon des fois très évidente, hein, très directe, des fois moins. Et puis, je vous montrerai après, je travaillerai sur je n'arriverai au processus qui nous permettent de passer finalement de la compréhension des situations à un autre point qui est comment finalement ça évolue, comment cette compréhension des situations évolue en permanence. Et en troisième point, on essaiera de voir comment finalement on peut comprendre et utiliser ces processus pour agir en tant que formateur, éventuellement par la stimulation de ces processus. L'idée est là, hein, c'est que comprendre les processus d'apprentissage nous permet probablement, et ça c'est mon hypothèse en tant que formateur, en fait nous permet d'agir au niveau des processus même d'apprentissage et plus forcément au niveau des contenus. Et du coup ça change les choses. Alors je vais revenir enfin sur mon PowerPoint. Donc voilà, donc l'idée c'est bien d'avoir une conception de la formation ici, centré sur les processus d'apprentissage et plus seulement, vous voyez, sur les contenus de formation. Et du coup, ça, pour moi, ça représente l'intérêt que ça représente, c'est notamment de pouvoir sortir du dilemme dont je vous parlais le premier jour, sur que rencontrent les tuteurs bien souvent, mais aussi évidemment les formateurs et toute personne qui à un moment donné va être impliquée dans aider l'autre à progresser dans l'action, surtout dans une action aussi singulière que celle de l'encadrement, qui est le dilemme de la conformation ou de l'abandon. J'essaie de conformer l'autre à ce que j'aurais fait moi, ou alors je l'abandonne parce que c'est tellement singulier, c'est tellement particulier, que je ne sais pas l'aider, donc j'attends qu'il se débrouille tout seul et éventuellement il me pose des questions. Et entre les deux, je pense qu'il y a une voie moyenne ou une autre voie, une voie alternative, c'est pas moyen, c'est autre chose, qui est de ne plus se centrer sur moi, ce que j'aurais fait, donc sur le contenu, mais sur les processus d'apprentissage que mobilise la personne au cours de l'action pour favoriser des processus efficaces qui vont faire qu'elle apprend quelque chose qui va être son propre contenu, qui va être son propre fonctionnement, mais que je ne suis pas complètement mis en retrait, éjecté du système en tant que formateur, parce que je peux l'aider, mais pas au niveau tant de son contenu direct que des processus qui vont permettre effectivement de favoriser et de faciliter son apprentissage. Et du coup, on change de posture radicalement. Voilà. Alors, je vous proposerai des interventions, vous allez voir, qui sont finalement assez simples et qui sont essentiellement constituées de questionnements. Bon, voilà. Alors, voilà. Alors, dernier point, c'est évidemment, ça m'amène à une formation qui est centrée sur une stimulation des processus interprétatifs, d'apprentissage interprétatif. Hein. Donc, l'idée, c'est d'amener la personne à essayer de mieux comprendre les situations dans lesquelles elle est et de faire évoluer sa capacité à interpréter de façon plus efficace les situations. Voilà, donc premier point. Donc on va revenir sur le premier point, donc l'interprétation de la situation et les apprentissages interprétatifs. Alors, dimension interprétative de l'action. Bon alors, l'action évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ne se réduit pas à l'action manifeste. C'est-à-dire quand on parle d'action, c'est souvent la gestuelle, ce que fait la personne, ou évidemment ce qu'elle dit. Ça, c'est de l'action. Dire ou faire, c'est la même chose, c'est ce qu'on voit de façon manifeste.
Il y a évidemment un processus il y a plusieurs processus derrière, de détermination, par exemple, des actions, qu'est-ce que je vais faire, les réflexions qu'on a sur qu'est-ce que je vais engager, les émotions qu'on engage, et évidemment aussi une interprétation des situations, le sens que je donne aux situations, pour pouvoir agir. Alors, l'interprétation, comment on peut la définir? Parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Alors, en fait, l'interprétation, comme toutes les activités d'ailleurs, on peut les définir soit en termes de résultats, soit en termes de processus. Et en fait, l'interprétation, évidemment, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois un résultat, mais c'est aussi un processus. Et souvent, quand on parle d'interprétation, ou d'ailleurs, toute activité, il y a toujours cette ambivalence, là, ce qui fait que les gens ne se comprennent pas toujours. Le résultat d'une interprétation, c'est ce que j'ai appelé la détermination d'une situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, ben, là, il se passe ça, c'est ça. Ou il va se passer ça. D'accord? Et on peut se le dire mentalement, mais on peut aussi ne pas se le dire tellement c'est évident. Là, nous sommes dans une situation de cours, j'essaie d'expliquer des choses, je ne suis pas en train de dire, je suis dans une situation de cours. C'est ça, je suis dedans, c'est évident. N'empêche que c'est quand même pour moi une interprétation. Elle est immédiate, quoi. Voilà. Et en fait, comment ça se passe? Alors l'idée, c'est que globalement, cette interprétation se passerait par un jugement de similarité, de reconnaissance, si vous voulez, pratiquement d'une forme. Je vous vois là, ben, je n'ai pas besoin de penser très vite, enfin, je reconnais la forme typique de table, de chaise, de personnes autour, et moi qui suis là, c'est réglé. C'est-à-dire, globalement, il y a une reconnaissance de similarité de forme entre la situation présente et celle déjà vécue par l'acteur. Voilà. Mais l'interprétation, c'est aussi une activité, c'est aussi un processus. Et donc, en termes d'activité, eh bien, c'est l'activité d'attribution de sens à partir des habitudes d'interprétation. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, dans les situations, on donne sens parce qu'on repère des indices, des éléments, des formes. Et ce repérage de formes se couple avec une habitude d'interprétation. On a l'habitude de donner ce sens-là à ces formes-là. Et du coup, on va convoquer ces habitudes immédiatement. Et la détermination, c'est quand on a un sentiment d'évidence. Je dis bien quand on a un sentiment d'évidence. Parce que finalement, le sentiment d'évidence, les choses ne sont pas évidentes. Je prendrais quelqu'un qui est un pygmée ou je ne sais pas qui vit dans Himalaya, je ne suis pas sûr qu'il sache ce qu'on fait ensemble. C'est évident parce qu'on a une culture partagée. Donc ce sentiment d'évidence, c'est ce qui marque la détermination de l'action. Voilà. Mais, par ailleurs, ça c'est pour la plupart des situations de la vie quotidienne, mais en même temps, il y a toujours une partie des situations, et notamment en situation de travail, et notamment pour des débutants dans une activité professionnelle, où une partie des situations est relativement indéterminée. À un moment donné, voilà, j'ai mon sujet là, dont je vais vous parler beaucoup, Benoît, c'est un sujet qui a des difficultés, donc les processus étaient plus lents, donc c'est plus facile à analyser. Eh bien, à un moment donné, voilà, il voit ses élèves dériver, il ne sait pas trop pourquoi. Il voit que ça dérive, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et il est en train de chercher à savoir voilà, quelles sont les raisons de ça, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement dans la situation. Donc il y a des moments où effectivement, il n'y a pas une attribution immédiate de sens, mais on est dans une activité de construction de sens. C'est-à-dire que on est obligé de prendre des indices, d'essayer de les croiser, d'essayer d'inférer à partir de ça des raisons possibles, ou simplement de mettre en relation avec ce qu'on a déjà vécu pour essayer de voir si ça peut coller par ressemblance. Puis quand ça ne marche pas, ben, on passe à un système d'explication causale plus ou moins difficile. Il faut réfléchir, on peut même essayer de convoquer des concepts à certains moments, pour essayer de donner un sens à la situation, un sens qui nous permet, nous, d'agir. De la détermination de la situation, donc qui n'est pas évidente, ou alors quand on échoue à déterminer l'action, c'est-à-dire quand on ne sait pas quoi faire, c'est associé généralement à une indétermination de ces situations. C'est-à-dire on ne sait pas quoi faire parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Et ça, je l'ai remarqué très souvent dans les données, quand les moniteurs
débutants ne savent pas finalement quoi faire, c'est parce qu'ils ne savent pas à quoi, finalement, quel est l'état de la situation réellement. Bon, ils ont des idées comme ça, mais quand on a une question, c'est très vague. Conclusion, ben, ils voient bien que ça ne va pas, il y a des indices de dysfonctionnement, mais voilà. Alors, l'idée, c'est que finalement, dans toute situation professionnelle, les situations nous paraissent, à un moment donné, peuvent nous paraître évidentes, elles peuvent ne pas du tout être évidentes pour quelqu'un d'autre, et finalement, toute situation, c'est un univers que l'on construit à partir d'un environnement, et c'est toujours relativement ambigu. Il y a plein d'indices divergents, etc., et qui font que la convergence et le sens qu'on donne, c'est nous qui donnons une cohérence en fait, à l'ensemble de ces indices que l'on met en faisceau. Et finalement, quand on regarde des exemples de figures ambiguës, vous connaissez, peut-être que ceux qui ne connaissent pas, alors là, vous voyez, si vous regardez cette image-là, vous voyez quoi pour ceux qui ne connaissent pas vous voyez une femme, et elle est jeune, vieille, plutôt vieille. Pardon? Voilà. Alors, voilà, donc certaines personnes vont voir une vieille femme, d'autres vont voir une jeune femme. En fait, l'idée, c'est que finalement, toutes les situations de la vie quotidienne, comme ça, sont tellement riches, tellement complexes, qu'elles sont toujours ambiguës. Et que le sens qui apparaît évident, ce n'est qu'une évidence pour nous. Et qu'en fait, quelqu'un peut avoir une autre évidence. Hein. Et du coup, ça montre bien cette subjectivité, évidemment, de l'interprétation. C'est pour ça que je parle d'interprétation et pas de diagnostic, par exemple. Parce que ce n'est pas une situation qui est vraie. C'est que le sens que l'on donne va évoluer tout le temps. Et il n'y a jamais de sens qui est bon, qui est juste, ou qui est vrai, ou qui est faux, pour moi. Il y a un sens qui va être plus ou moins efficace pour l'action et pour la personne, mais il n'est jamais juste ou vrai. Ou faux ou vrai, plutôt. Et là, on peut voir effectivement une jeune femme. Regardez, si on la voit de 3/4 arrière, comme ça, avec le menton, l'œil, l'oreille, vous voyez, puis elle vient par là-bas. Ou alors, je peux voir une vieille femme si je vois le nez, ici la bouche, et ici l'œil. Bon, je passe pour ceux qui n'ont pas réussi à voir le deuxième versant après. C'est pas grave. Bon, l'idée, c'est qu'effectivement, toute situation, hein, parce que cette métaphore, c'est pour vous montrer que finalement, toute situation, elle est fonction de l'interprétation qu'on porte dessus. Il n'y a pas une réalité ontologique comme ça des situations. Bon, alors, maintenant, bon, activité interprétative et expérience. Donc, voilà, alors, et voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'objectivité, parce que finalement, le sens que l'on va donner aux situations, il est fonction de notre expérience, certes, mais pas seulement, il est aussi fonction de notre engagement dans l'action. Suivant ce que je suis en train de faire, je ne vais pas voir, je ne vais pas repérer, je ne vais pas donner sens aux mêmes choses. Vous voyez, il est aussi fonction bien, du faisceau d'indices que je suis capable de repérer. Et je vais repérer des faisceaux d'indices, pas parce que je les vois, parce qu'on ne voit pas en fait les indices. C'est aberrant de dire qu'on voit les indices. On repère les indices en fonction de ce qu'on pense déjà y trouver. Donc c'est bien parce qu'on a déjà des pré-interprétations habituelles qu'on va repérer les indices. Donc vous voyez, donc, il y a une espèce de couplage qui fait qu'il y a cette espèce comment dire, c'est une explication de la subjectivité finalement. On est dans un engagement qui fait qu'on voit les choses d'une certaine manière. Voilà. Alors on détermine évidemment les situations et leur évolution probable. Et donc le truc important, c'est qu'il n'y a pas de neutralité de l'interprétation. Ce n'est pas un diagnostic froid, hein, c'est un sens que l'on donne d'un acteur engagé. Dernier point aussi extrêmement important, c'est que cette interprétation, elle est fonctionnelle et opérationnelle. Fonctionnelle parce que j'interprète la situation en fonction de mon engagement, parce que je cherche à faire quelque chose dans la situation. Sinon, je peux contempler, vous savez, de façon très vague, les trucs qui passent, je ne les regarde pas. C'est pas rien parce que je suis engagé dans la situation que je vais voir les choses. Et opérationnel, c'est parce que aussi, finalement, on repère ou on retient les interprétations qui nous permettent d'agir.
C'est-à-dire que, selon je me suis aperçu dans mes données, c'est que quand mes jeunes moniteurs avaient des interprétations qui pouvaient leur paraître intéressantes, mais dont ils ne savaient pas quoi faire, ben finalement, c'était des choses qu'ils ne retenaient pas et qu'ils n'utilisaient pas. Parce que finalement, on n'interprète jamais pour interpréter une situation, sauf quand on fait de la recherche. C'est à peu près le seul cas. Mais on interprète pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir agir dans l'action. Et finalement, c'est pour ça que ces processus de donation de sens, d'attribution de sens, sont extrêmement peu pris en compte, parce qu'ils sont très discrets, parce qu'ils sont masqués par la force, la prégnance, l'importance de ce qui nous importe au total, c'est pouvoir intervenir sur le monde, hein, comme on dirait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important en toile de fond. Oui. Juste en fait, quand on dit, quand les moniteurs ils nous disent je suis sec, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ouais. C'est un cas particulier de cela, ou c'est un autre cas différent? Il n'y a pas de prise d'information et à un moment donné ça va se déclencher plus tard. Non, je crois que quand ils disent je suis sec, alors il faudrait demander, là il y a peut-être des systèmes de questionnement qui permettraient de voir, mais c'est je ne sais pas quoi faire, mais probablement je ne sais pas ce qui est en train de se passer, je ne sais pas quelle est la situation. Donc pour moi, je n'ai pas d'interprétation efficace de la situation, au sens de je ne peux pas déterminer suffisamment clairement la situation pour pouvoir m'investir dans l'action. Alors, il peut y avoir des indices de dysfonctionnement. Alors, ce qui se passe, on va le voir ça, hein, un peu plus loin, mais un des premiers, Safarian, anticipons, un des premiers éléments d'apprentissage interprétatif, c'est justement quand les gens repèrent des indices de dysfonctionnement par rapport à ceux qu'ils souhaitaient, mais c'est tout. C'est tout. Tu te dis, bon, globalement, ils vont dire, bah là, ça commence à mal marcher, ça commence à mal partir. Tu as très souvent ces expressions. Ça part mal, hein, et là, c'est mal barré, ce genre d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je repère des indices qui sont divergents par rapport à ce que moi, je souhaitais, mais je ne peux rien en dire de plus. C'est-à-dire que j'ai aucun élément d'expérience me permettant de convoquer une forme qui me permettrait de dire, ah ben là, il est en train de se passer ça, il faudrait que je fasse ça, ou d'éléments explicatifs qui permettraient de comprendre pourquoi ces éléments-là surviennent. Et là, il y a juste un simple constat. Mais ce simple constat, il est important parce que pour moi, c'est justement la base qui permet de faire émerger un premier apprentissage. Alors, ça va poser tout un positionnement en termes de formation, en termes de comment on utilise, justement, des fois, ces moments de désarroi ou où les gens sont désemparés. Ben, je pense que moi, j'aime bien ces moments-là, parce que c'est les moments où on peut commencer à travailler avec eux sur de l'apprentissage, justement. Alors qu'ils sont vécus négativement par eux, et très souvent vécus négativement, justement, par les formateurs ou par certains tuteurs, parce que quand les gens sont désemparés, ben, l'action n'est pas bonne. Oui, mais c'est parce qu'on est en train d'avoir un apprentissage qui est en train de se former là, ou qui potentiellement peut se faire. Donc en fait, ça renverse complètement le processus. Quand on est centré sur les apprentissages, on n'est pas du tout centré sur la réussite de l'action. C'est carrément un autre point de vue. Alors, je continue. Donc les apprentissages interprétatifs de ça. Bon, et bien voilà, donc l'idée, elle est simple, c'est que finalement, de mon activité d'interprétation des situations, à chaque fois et à tout moment, et ce n'est pas seulement après coup par les aspects rétrospectifs et réflexivité rétrospective comme nous l'a expliqué Pierre hier, mais même dans le cours de l'action, eh bien, j'ai des apprentissages, tout le temps. Pourquoi? Parce que de l'activité interprétative que je vais porter sur les situations, eh bien, je vais en garder une trace qui va probablement modifier, pas forcément toujours de façon spectaculaire, mais qui modifie en permanence mes habitudes d'interprétation. Et notamment, une chose auquel moi je tiens beaucoup, c'est les formes, si vous voulez, le repérage de formes habituelles, les nouveaux repérages de formes, ça fait évoluer les formes que je prends l'habitude de repérer et auxquelles je vais donner un sens ou une tonalité particulière. Voilà.
Et l'idée, c'est que cette évolution des habitudes d'interprétation finalement de l'acteur, eh bien finalement permet de développer une nouvelle potentialité d'interprétation des situations. C'est-à-dire, potentialité, ça veut dire que si j'interprète une situation de façon différente à un moment donné, parce que j'ai été en difficulté, finalement, d'un seul coup, je vois apparaître une nouvelle forme. Ah mais c'est pas parce qu'il y avait du vent que les bateaux dérivaient, mais parce que mon parcours, il est pas mouillé en travers du vent, mais un peu face au vent. Et donc les élèves, ça les pousse, ils n'arrivent pas à remonter. Mince, ben je repère ça, parce que spatialement aussi, je peux repérer. C'est une interprétation intellectuelle, mais c'est en même temps un repérage des indices qui sont associés à cette construction intellectuelle. Et du coup, ce repérage-là complexe fait une forme, une figure typique, ne serait-ce que parce que je l'ai vu une fois. Pas forcément parce que, voilà, par habitude, ça va se venir et revenir. En fait, l'idée, c'est que j'ai repéré à un moment donné, de façon différente, j'ai compris de façon différente la situation, sur un seul cas, mais s'il est suffisamment fort, marquant, notamment au niveau émotionnel, parce que, effectivement, à un moment donné, c'était important pour moi, il y avait des enjeux, et que j'ai une action qui fonctionne, eh bien, cette interprétation, elle peut être stockée, et ça fait un premier cas typique, ou prototypique même, à partir duquel, de ce prototype, je vais pouvoir, toutes les situations qui vont ressembler à ce premier cas, les classer comme étant du même genre. Ouais. C'est un peu ça. Des catalogues, si tu veux, de classes de situations, mais basés à partir de formes repérées comme étant typiques sur la base notamment, très souvent, non pas d'abstraction à partir d'une régularité qui vient, mais de cas typiques qui sont apparus une fois de façon très forte et qui du coup vont être l'exemplaire premier d'une catégorie dans laquelle vont venir se ranger toute une collection d'autres situations. Et ce faisant, évidemment, cette collection de situations va transformer aussi, elle va faire une espèce de forme moyenne après de la situation. Et c'est là où effectivement on a des régularités qui vont venir se repérer, une espèce d'abstraction de la situation. Voilà. Donc voilà, donc, alors c'est pour illustrer l'idée que finalement, de cette nouvelle interprétation, je peux avoir de nouvelles potentialités qui apparaissent parce que je crée de nouveaux cas, et ces nouveaux cas vont devenir des classes, hein, qui vont permettre de ranger. Ouais. Oui. Est-ce que c'est pas très cognitiviste comme approche en opposition théorie-dynamique où on parle de l'apprentissage émergent, etc. Non, parce que c'est tout à fait dans ce même type de conception, c'est-à-dire que c'est parce que je suis dans la dynamique de l'action qu'à un moment donné, je vais créer, si tu veux, tu vois, une nouvelle catégorisation, parce que la catégorisation, on catégorise. Alors c'est la façon dont on conçoit la catégorisation qui nous fait basculer d'un côté, d'un paradigme ou de l'autre. Bon, pour faire gros, d'un point de vue plutôt cognitiviste, on voyait la catégorisation après à partir des traits nécessaires et suffisants. C'est-à-dire, bon, une situation où, qui a telle caractéristique, telle caractéristique, bon, tu l'as décrit, tu peux la définir et du coup tu l'as. Et en fait, il y a des travaux, notamment celle de Eleanor Roche, qui ont montré qu'on catégorise à partir d'un prototype dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que quand tu dis un oiseau, les oiseaux, c'est tout ce qui ressemble de près ou de loin à un moineau, quoi, pour beaucoup de gens. Ou peut-être un corbeau, si tu vois, bon, et un condor, c'était dans les Alpes, dans les Andes. Donc, suivant la culture des gens et tout, évidemment, ça va changer, mais que c'est pas une catégorisation de traits nécessaires et suffisants, mais ça ressemble, ça a la gueule de quelque chose, ça a un air de famille, ça ressemble à. Et je me suis inspiré de ce courant-là, c'est-à-dire que pour moi, les situations, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on catégorise des situations à partir d'une forme qu'on va repérer. Et ça permet de comprendre finalement ça, pourquoi les choses nous paraissent aussi évidentes. Alors, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. En tout cas, c'est la meilleure explication du moment que moi j'ai trouvé, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toc, ça nous apparaît parce qu'on reconnaît une forme, et cette forme, on a l'habitude de travailler comme ça dedans ou d'agir de telle manière. Voilà. Et du coup, ça peut être très rapide, très évident. Sauf que la forme, elle se structure à un moment. Sauf que ça, c'est fait quand tu as appris, mais l'apprentissage, c'est quoi? C'est finalement la structuration de cette forme
au moins pour la première fois, et ça prend du temps, c'est pas évident, et cette forme qui va venir prototypique te permet après de catégoriser. Et au départ, souvent de façon surdéterminée, c'est-à-dire que on va avoir tendance à dire, tu sais, quand tu as trouvé un nouveau cas, tout ressemble à ça. On sait bien, hein, pour qui n'a un marteau, avec un marteau, toutes les vis sont des clous enfoncés. Hein. Bon, donc, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un outil intellectuel qui est incarné, c'est parce que tu es dans l'action, c'est parce que tu es engagé, tu reconnais cette forme, mais finalement, on va catégoriser. Et un des aspects de l'apprentissage, ça va être aussi apprendre à inhiber aussi dans le même temps cette catégorisation nouvelle systématique pour faire d'autres cas, parce que sinon, tu catégorises tout dans une seule catégorie. Quoi. Ça devient une certitude englobante. Alors, je voudrais juste, je vais dire ça deux mots tout à l'heure sur les processus, tu vois, d'apprentissage, parce que je vais aller là. Bon, et ces process d'apprentissage, là, un process, je parle d'oriental, pour moi, c'est un tout petit peu plus général que le processus. Hein, c'est la même chose, mais vu de façon un peu plus générale. Eh bien, demande des conditions spécifiques pour survenir. Alors ça, c'est un truc sur lequel je voudrais insister. C'est-à-dire qu'on peut très bien interpréter la situation et avoir peu d'apprentissage dessus. Et puis, on peut à un moment donné avoir des interprétations de la situation. Ici, évidemment, il faut bien vivre. Mais en même temps, en apprendre beaucoup. C'est-à-dire à transformer nos propres habitudes d'interprétation. Et ça dépend des situations, mais ça dépend aussi des acteurs. Il y a des acteurs qui sont plus habiles que d'autres à apprendre des situations, c'est-à-dire ils sont plus flexibles, plus rapides à faire transformer leurs propres habitudes d'interprétation à partir de la même expérience. Donc on va étudier ces questions sur les apprentissages interprétatifs. J'ai juste une question sur Ouais. le sens de situation. Pardon? Sur le mot situation. Ouais. Bon. C'est vrai que... Oui. Non mais bon. Alors, la situation, c'est la portion, je la définis comme ça, si tu veux, c'est la portion de l'environnement avec laquelle la personne est couplée. Alors, je n'ai pas la définition exacte, je reprends celle de Barbies et Perry, mais si tu veux, c'est ça l'idée. Avec l'idée que l'environnement, il est multiple, et c'est comme si tu étais... eux, ils parlent d'attunement en anglais, et en fait, le meilleur mot pour le traduire, c'est syntonisation. Tu sais, c'est comme si tu étais... Ils donnent d'ailleurs cet exemple-là, hein, donc c'est pour ça que ça me paraît clair sur mon anglais, elle ne va pas jusque-là, mais l'exemple qu'il donne, c'est celui de la radio, je le trouve excellent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'environnement, c'est comme si tu étais sur l'environnement, c'est l'ensemble des ondes que peut recevoir une radio. Tu vois, tu as plein de possibilités, et à un moment donné, tu vas régler ton tuner sur une longueur d'onde pour entendre quelque chose qui est cohérent. Dans notre environnement, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est assez convaincant dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on a une multitude d'informations possibles et on va prendre une longueur d'onde particulière en fonction de notre engagement. Et on règle le tuner dessus. Ce qui fait qu'on est syntonisé avec une certaine partie de l'environnement. Et la situation, c'est pas objectif. La situation est la partie subjective de l'environnement. Celle qu'on a construite, c'est avec laquelle on est syntonisé par son interaction. Non, elle vient pas de l'individu, elle résulte de l'inaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'elle est là parce que à un moment donné, tu repères les choses auxquelles tu donnes sens, mais ce sens, et on est dans une conversation. C'est complètement différent d'une situation d'apprentissage. Ça n'a rien à voir. Parce que des fois, j'utilise les deux termes. Ouais, et ça, c'est un défaut de langage, voilà, la double culture qui fait que... Hein, ouais, donc exercice d'un côté, et puis parce que c'est pas une situation. En fait, la situation, comme je l'ai définie, c'est voilà, faut que c'est bien ce que je veux dire en tout cas. C'est cette syntonisation avec l'environnement permanente, quoi. Alors l'exemple qu'on peut avoir là-dessus, c'est très simple, c'est la conversation. C'est-à-dire quand vous êtes dans un repas et que vous êtes à plusieurs, vous savez, on entend ça fait du bruit parce que d'autres discutent à côté.
mais finalement, vous entendez parfaitement la conversation qui est en croisée avec quelqu'un d'autre qui est comme ça. Et vous l'entendez, vous le comprenez, vous n'entendez pas le reste. Ça n'est que du bruit, ça vous gêne, et c'est du bruit. Donc ça veut dire qu'on est bien réglé sur une longueur d'onde, quoi. Et l'idée, c'est finalement, ben, ça c'est vrai dans la conversation entre êtres humains, mais que c'est vrai entre soi et son environnement matériel. Et finalement, il y a une espèce de... On couple les choses. Et l'environnement nous répond, il converse avec nous en plus. Parce que quand on agit dessus, lui, il répond aussi. Donc on crée des conversations comme ça. Et la situation, c'est ça. Bien. Alors, je vais passer rapidement là-dessus parce que je vais aller sur les process. Bon, l'idée, c'est que les apprentissages dans l'action, ils existent, mais ils sont extrêmement extensifs, hein. Il y a plein d'éléments qu'on ne prend pas en compte, qu'on n'utilise pas, et on apprend, mais alors, de façon, quand vraiment on est obligé, quoi. Et que, en fait, si on rationalisait l'apprentissage, eh bien, je pense il pourrait être bien plus efficace, quoi. Parce qu'on ne peut pas nous passer, et c'est normal dans les quotidiens, on ne peut pas passer notre temps à apprendre tout ce qu'on pourrait, tout ce qui peut potentiellement nous faire apprendre quelque chose, quoi. Il est différent suivant les acteurs. Voilà, et donc l'idée c'est ça, hein, c'est que mieux comprendre les process d'apprentissage interprétatif, ça peut nous permettre d'aider les formés du coup à mieux apprendre, en stimulant, en essayant de favoriser, de stimuler ces processus-là. Voilà, et donc l'intervention au niveau des processus d'apprentissage, pas seulement au niveau des contenus, j'ai dit ça tout à l'heure. Voilà, donc les conditions de l'apprentissage interprétatif. Alors, quelques points. Premier point, bon, c'est une relation potentielle, hein, ce que j'ai dit, on apprend plus ou moins, voilà. Alors, un des éléments qui est important, et ça je tiens beaucoup, c'est la dimension opératoire des nouvelles interprétations. C'est-à-dire que, globalement, quand une interprétation nouvelle est donnée, mais que l'acteur ne peut pas voir, ne perçoit pas ce qu'il peut en faire en termes d'action, bien globalement, il y a peu d'apprentissage parce que, finalement, on ne la retient pas. Donc, quand on dit, alors ça me paraît important, c'est quand on dit, vous savez, il ne faut pas donner de recette parce que les gens, il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes, etc. Oui et non, parce qu'en même temps, effectivement, donner des moyens opératoires, c'est aussi donner la possibilité de reconstruire d'autres interprétations à l'inverse. Et ce que j'ai moi très souvent vu, c'est parce que les gens ont des nouvelles solutions, finalement, ils se mettent à interpréter des situations de façon différente, à l'inverse. Et qu'on ne raisonne pas toujours de façon déductive. Il se passe ça parce que c'est à cause de ça, donc je vais faire ça. On ne raisonne pas de façon abductive, très souvent dans l'action. Ah oui, mais je pourrais faire ça. J'ai la solution. Et à partir de la solution, ah mais ça me pourrait marcher parce que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est sûrement ça. Donc du coup, voir j'ai une telle solution, ben, j'essaie de la mettre en œuvre. Ah ben ça marche, c'est donc parce qu'il se passait ça. Donc l'interprétation, des fois, elle vient après l'action. Donc, la recette, non, parce qu'il ne faut pas que les gens appliquent des choses sans comprendre. Ouais, ça se discute. Ça se discute beaucoup. Et par contre, il y a une chose, c'est que la pression sur comprendre les situations de façon différente, l'analyse, et puis après, les gens trouvent leur moyen d'action. Oui, s'ils ne trouvent pas de moyen d'action, ça c'est sûr que ça va affaiblir terriblement l'apprentissage, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas utiliser de nouvelles compréhensions de situation si on n'en voit pas les moyens opératoires. Donc il y a une espèce de dialectique là qui est importante. Dimension fonctionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est parce que les gens sont engagés dans leur action qu'ils interprètent les choses de façon différente. Conclusion, ça veut dire qu'effectivement, au niveau de l'action, eh bien, moi je me suis aperçu, c'est vrai que très souvent, faire évoluer les gens, c'est pas forcément les faire évoluer au niveau de l'interprétation de la situation ou des moyens d'action, mais déjà au niveau de l'engagement qu'ils ont dans l'action. Qu'est-ce que je vois? Quelles sont mes préoccupations? Enfin, quelles sont mes préoccupations? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? Et après, du coup, je vais me mettre à regarder les choses de façon différente, à agir de façon différente. Hein? Quand on a des moniteurs dont la préoccupation essentielle, c'est faire en sorte que ça se passe bien, que ça tourne,
et puis qu'ils n'aient pas de problème, et que ça se passe bien avec le formateur, il est clair qu'il n'y aura pas d'apprentissage. Il est clair aussi que les élèves en fin, au bout de course, n'apprendront pas non plus. Donc, c'est vrai que l'engagement dans l'action, déjà, c'est quelque chose qui est qu'on ne voit pas, mais qui est très très important parce qu'il organise tout le reste. Donc ça, c'est la dimension fonctionnelle. Et puis, l'importance des moments d'enquête. Alors, qu'est-ce que c'est? Les moments d'enquête, c'est les moments où, effectivement, l'acteur est désorienté et ne sait pas, finalement, quel est l'état de la situation. Il est obligé de mener une mini-enquête pour comprendre ce qui est en train de se passer. Eh bien, ce sont les moments les plus riches en termes d'apprentissage. De loin. Et finalement, eh bien, dans certains types de formations, c'est ceux qu'on dévalorise le plus. Quand on y réfléchit bien, quand quelqu'un est en difficulté, c'est pour ça que j'avais réagi, tu vois, Angelo, l'autre fois sur le film, parce que quand je vois effectivement une personne qui est en difficulté, qui a du mal à mettre son relais sur la paroi, et pourtant c'est important, hein, et puis que le formateur lui le dit ou le saisit parce qu'on n'a plus confiance en lui, je me dis mais à quoi on joue? Parce que c'est le moment d'enquête, c'est-à-dire que c'est un moment où il est visiblement désemparé par la situation, il n'a pas les solutions, il n'a probablement pas les systèmes d'interprétation, enfin pas bons, mais suffisants, il n'a pas forcément les systèmes d'interprétation suffisamment efficaces de la situation pour pouvoir agir et prendre des décisions efficacement. Et c'est les moments où on va le dessaisir pour que l'action soit efficace. Ok? Mais il est où l'apprentissage? Parce que justement, c'est le moment, c'est tout simple, ça tombe sur le sens commun. C'est le moment où on est en difficulté, où on est en train de chercher des solutions, qu'on est obligé de faire bouger ses ressources, quoi. Et du coup, quand on dévalorise ça dans les formations, notamment les formations expérientielles, c'est le moment où non seulement on donne un statut négatif à l'erreur, mais en plus, on ne permet pas la construction et l'apprentissage. Donc, quand je suis en difficulté, c'est les moments où, justement, je dois être aidé, je dois être protégé, je dois être encouragé, parce que c'est bien pour ça qu'on fait de la formation, c'est pour faire réussir les gens. Pas pour les faire échouer non plus, c'est pour qu'ils soient en difficulté. Pour que de ces difficultés, effectivement, il y ait notamment des moments d'enquête dans lesquels les gens vont se dire, mais là, si je fais ça, et il va se passer quoi? J'essaye, je me trompe, là, j'essaye de bricoler quelque chose, parce que c'est là où ils sont obligés de bouger leurs ressources. Utiliser ce qu'ils font et voir que ça ne marche pas, c'est fondamental. Parce que c'est contredire des habitudes et donc être obligé de changer ses ressources, donc ses nouvelles potentialités ultérieures. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, rôle des émotions. Alors, il y a une des choses qui avait bougé quand je vous parlais de mon vécu personnel. Une des choses qui était importante pour moi, c'est que je me suis aperçu qu'il y a des couples d'émotions qui sont des marqueurs de l'apprentissage. Et notamment, il y a une chose dont je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quand on a notamment des effets de surprise, eh bien, l'émotion de surprise ou d'étonnement, hein, on pourrait dire aussi, eh bien, pouvez-vous dire que finalement, enfin, moi je sais maintenant que c'est parce que je suis dans une situation où potentiellement je peux apprendre quelque chose. Et le truc qui est un peu fou quand même, c'est que je sais que je peux apprendre quelque chose même si je ne sais pas quoi. Et même si je ne sais même pas pourquoi je peux apprendre quelque chose. Mais simplement, si vous repérez à un moment donné un élément de surprise chez vous, demandez-vous, mais tiens, je suis étonné là où ça me surprend. Pourquoi ça me surprend? Qu'est-ce qui me surprend dans ce que je viens de voir? Et vous allez voir que finalement, quand vous allez au bout, eh bien, ça touche toujours des choses qui sont de l'ordre de votre expérience, évidemment, et qui font que c'est parce que votre expérience antérieure, finalement, pourquoi est-on surpris? Bien parce que notre expérience antérieure est contredite par des indices qui vont à l'encontre de nos habitudes d'interprétation. On aurait interprété, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, et ce n'est pas ce qui se passe. Donc, nos habitudes d'interprétation, ça veut dire quoi la surprise? C'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que nos habitudes d'interprétation sont
inadéquate pour interpréter correctement ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que si on fait évoluer et qu'on comprend de façon différente et mieux, plus efficacement la situation, eh bien, on va avoir fait bouger nos habitudes, donc on va avoir appris. Bien ou mal, ce n'est pas le problème, on va avoir appris. Ce que tu es en train de dire, c'est que la surprise, c'est la vision, la phase visible du conflit socio-cognitif. Ouais, c'est-à-dire que c'est la phase émotionnelle du conflit socio-cognitif, oui. On pourrait le dire comme ça. C'est-à-dire, enfin, pas socio-cognitif, là, du coup, il est intracognitif. Enfin, il peut être socio-cognitif, mais il est aussi intracognitif, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais quelque chose, en tout cas, c'est une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais quelque chose, je vois quelque chose, je m'attendais à ce qu'il se passe autre chose, et du coup, toc, c'est différent. Donc, ça contredit des choses auxquelles je croyais. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un élément qui va être important. Alors, il y a, et plus précisément, ce que j'ai repéré, c'est qu'il y a un couple, c'est plutôt un couple d'émotions qui fait fonctionner ça. C'est le couple, pardonnez-moi, c'est le couple inquiétude-surprise. C'est-à-dire que globalement, je souhaitais qu'il se passe quelque chose, mince, ça ne marche pas comme je voulais, et en plus, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de différent. Alors, je suis inquiet et surpris. Et là, eh bien, pour résoudre ces émotions négatives, je suis obligé de les combler avec, finalement, une nouvelle interprétation, une nouvelle action pour retrouver des émotions positives. Et pour moi, alors là, on pourrait peut-être avoir un débat avec Angelo, mais moi, je vois les choses comme ça, c'est que finalement, l'action... Alors, c'est marrant parce que Angelo disait exactement l'inverse, donc c'est un débat intéressant. Il disait les émotions, mais probablement, c'est deux faces du même processus. Les émotions comblent le trou, et moi, je pense les choses à l'inverse. Je pense que l'action vient créer, et là, finalement, pourquoi? Pour rétablir des émotions positives. C'est-à-dire, quand je suis déçu, surprise, c'est pas très agréable, hein, c'est une mauvaise surprise, hein, c'est une mauvaise surprise. Eh bien, j'essaye de faire en sorte de retrouver quelque chose qui fasse cette mauvaise surprise, quoi. Ce qui va me pousser à apprendre, finalement, pour m'en sortir. Ou à contourner la situation. Alors ça peut être une solution, hein, et très souvent, j'ai vu les étudiants dans l'action, surtout sous le regard social et puis de l'impression du jugement, cette mauvaise surprise, ils l'évacuent et ils contournent. C'est-à-dire qu'ils détruisent la situation, où ils font en sorte que la situation évolue plutôt, pour que ça ne se produise pas, mais pas en résolvant le problème posé par la surprise. Et ça, c'est... grosso modo, par exemple, ils ont mis un exercice en place, ça se passe mal, on change d'exercice, on n'essaie pas de résoudre le problème, et on en met un autre. L'exercice Kleenex. Et puis du coup, eh ben, on a évacué le problème, et on a l'impression que ça fonctionne. Mais on n'a rien appris. Si, on a appris à évacuer le problème. Mais bon, on apprend toujours quelque chose, mais bon, parce que c'est pas forcément très intéressant pour un formateur. Pardon ? Voilà. Voilà. Et éventuellement tromper le formateur en faisant l'impression qu'il y a du rythme, que la séance évolue. En fait, elle évolue en fonction des problèmes posés. Très souvent, là, c'est un truc que j'ai vu moult fois. Difficulté, j'enlève l'exercice, j'en mets un autre, il commence aussi à battre de l'aile, hop, j'en mets un autre, et ça avance, il y a du rythme. Inutile. Ça ne sert à rien, pas grand-chose. Donc c'est du théâtre, c'est de l'illusion, quoi. Là, ton repérage d'inquiétude surprise, si Zappa en virant l'exercice, c'est un élément qui va te permettre de repérer, ouais. Tu vas pas tarder à mener sa mini-enquête. Ouais, oui. C'est ça. Oui. Alors là, je vais vous proposer une modalité, si vous voulez, en termes de questionnement. C'est-à-dire qu'après, l'idée c'est que ça, quand on sait ça, comment peut-on s'en servir? Faisons le pont, vous avez raison avec la formation, je pense que c'est intéressant. Eh bien, une des choses que je fais, c'est que par exemple, quand je sens que les choses n'évoluent pas comme le souhaitait probablement le formé, ben, j'essaie de rentrer dans le processus qui organise la personne. Alors pour ça, j'ai un cadre théorique. Mais je pense
100% d'accord avec Pastré. Il en faut un. Il y en a 3-4, il y a 3-4, encore, je dis 3-4, il y a 2-3 cadres théoriques intéressants sur l'action. Il faut en choisir un, vous pouvez même mixer en tant que formateur, mais il en faut un pour pouvoir l'investiguer. Bon, moi, je me suis essentiellement celui de Thoreau. Bon, c'est un choix. Alors, un des trucs que je vais demander, c'est son engagement. Je vais lui demander, mais là, tu essaies de faire quoi? Bon, il aurait dit, bah là, j'essaie de faire ça. Tes préoccupations, c'est quoi? Bah, je suis préoccupé parce que je vois qu'ils ne sont pas en activité, ils s'ennuient. Je voudrais que ça bouge un peu. Bon, ok. Et t'es déçu? Bah oui, parce que je suis déçu, parce qu'il ne se passe rien. Et t'es surpris de ça? J'étais surpris. Ouais, parce que je pensais que le jeu, là, ça allait y aller. Ça, c'est intéressant. Donc, le jeu qu'il proposait, pour lui, c'était la solution. D'accord? Donc, après, ben, pourquoi ce jeu ne fonctionne pas? Et du coup, rentrer dans un questionnement, on évacue totalement la posture évaluative. Pas, voilà, t'as pas fait bien, il aurait fallu faire ça, parce que c'est ce que j'aurais fait, je pense que ça marche. Donc là, il y a une conformation dont on voit les limites. Mais on rentrer dans les processus permet d'aider la personne à trouver elle-même des solutions, mais sans le laisser tomber. Et surtout, en utilisant finalement son expérience en tant que formateur, en tant que bagage, pour pouvoir finalement l'aider là où il en a besoin. Parce que bien souvent, de l'extérieur, on voit le gars en train d'avoir des difficultés, la situation, elle tombe, les élèves s'ennuient, on dit, mais il ne voit pas que les élèves s'ennuient. Si, il voit, mais il ne sait pas quoi faire d'autre. Il faut d'abord vérifier si son engagement, ce qu'il essaie de faire, comment il perçoit la situation, quel sens il lui donne. Et à partir de ça, on peut commencer à travailler. Il faut s'intéresser à lui. Il faut s'intéresser pas uniquement à la surface des actions, mais au processus mobilisé. Et là, ça change tout. Complètement de travail. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que d'abord, on sait quoi faire, nous. Pour le coup, en tout cas, moi, ça a changé, pas généralisé, mais en tout cas, moi, ça a changé ma posture en tant que formateur dans l'action parce que ça m'a permis d'être actif sans d'être dans une logique de conformation. Enfin, moins, beaucoup moins. Voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, alors ça, on peut le faire en cours d'action. Des fois, c'est difficile parce qu'il y a une dynamique de la situation qui n'est pas évidente. On peut le faire aussi de façon rétrospective. Quand tu as mis ça en place, tu as été déçu. Ouais, là, j'étais vraiment déçu. En plus, moi, je pensais que ça allait marcher. Ah, donc, ça t'a surpris. Ah oui, ça m'a surpris parce que j'avais fait ça une autre fois et ça avait fonctionné. Mais quelle était la situation dans cette fois-là? Et là, quelle était-elle? Et là, du coup, tu peux créer une nouvelle classe de situation. On dirait Eliane. Et tu peux même le renvoyer aux autres. Donc l'idée, c'est de rentrer dans les processus et de favoriser ces processus d'apprentissage. Alors, essayons d'avancer un petit peu. Enfin, mais j'ai appelé la construction de nouveaux types. Alors, type, c'est quoi? Les types, pour moi, ce sont ce que Pastré appelle des concepts pragmatiques ou des jugements pragmatiques, c'est très proche. C'est un jugement sur la situation, mais c'est plus que le jugement lui-même, c'est l'habitude. C'est là où on a une petite différence sémantique qui a son importance, je trouve. Je définis le type, si vous voulez, c'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure, comme l'habitude d'interprétation engagée par un acteur, si vous voulez, dans l'action en fonction d'un engagement qui lui-même peut être habituel, typique. Voilà. Et du coup, ces habitudes d'interprétation, elles vont jouer pour donner un sens à peu près toujours le même dans certaines catégories de situations. On ne fait pas le monde tous les matins, mais en même temps, un peu quand même, puisque à chaque fois, l'idée c'est que chaque fois qu'on interprète, eh bien, cette habitude d'interprétation, elle bouge de façon micrométrique ou quelquefois de façon radicale. Il y a des basculements à certains moments. Et on en connaît tous dans notre vie, à un moment donné, on s'est mis à penser autrement les situations. Alors, construction de nouveaux types, c'est-à-dire que j'ai une situation qui finalement est assez nouvelle pour moi, dans laquelle au départ je suis relativement désemparé, et je vais carrément créer une nouvelle habitude, à partir de rien, ou pas grand-chose. Et l'autre catégorie, c'est la reconstruction, évidemment, d'anciens types. C'est-à-dire que j'ai des habitudes
ancienne, d'interpréter les choses d'une certaine manière, mais ce que je fais, ce que je vois, me fait évoluer un peu ma façon, mon habitude, et il y a des micro-changements. Je ne vais pas catégoriser de la même façon, je ne vais pas penser ou percevoir de naissance, pour être précis, de naissance à la situation, exactement le même sens qu'avant, auquel j'aurais donné un sens particulier, et ça évolue un peu. Ou d'une situation très générale, je vais, voilà. Alors on verra ça. Premier cas, construction de nouveaux types. Alors, donc, un certain nombre de processus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'on n'a pas le temps. Ça demanderait vraiment un temps important. Premier élément, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais aller vite. Je repère des indices. Et ces indices, premièrement, ils sont divergents de ceux que je souhaitais. Et plus que ça, parce qu'on peut repérer un truc qui ne nous plaît pas, mais s'y attendre. C'est-à-dire, bon, là, je pense, pour parler vulgairement, quand on dit, là, je pense que ça va merder. On n'a pas envie, on ne le souhaite pas, mais on s'y attend, parce que notre expérience et ce qu'on voit de la situation nous fait penser qu'on fait un pronostic négatif sur la situation finale. Bon, eh bien, mais là, il n'y a pas forcément un apprentissage fort, si ce n'est si ça se produit effectivement comme on pensait, le fait que ça confirme bien qu'on était dans une situation, une configuration qui n'était pas bonne. C'est juste une configuration, voilà. Donc c'est pas parce qu'on échoue qu'on apprend. C'est parce qu'on... Ça c'est important, parce qu'on dit toujours, ouais, c'est quand on est en échec qu'on apprend. Non, c'est pas ça. C'est quand nos habitudes sont en échec, mais pas forcément l'action. Nuance. Parce que finalement, on peut très bien être dans une situation où on est en difficulté, mais cette difficulté est prévue, et finalement, elle n'est que confirmée. Ce qui est important, et d'ailleurs, là, on peut apprendre par la réussite. Alors justement, c'est un débat qui renvoie à ce que disait Pascal l'autre jour, sur ce qu'on apprend toujours par les affects négatifs. Non, la bonne surprise, moi, je pense que la bonne surprise nous apprend autant, peut-être largement autant, peut-être même plus que la mauvaise surprise. Parce que ce qui compte, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais repérer quelque chose qui est différent de ce à quoi je m'attendais. Ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors, on peut en rester là. Et il y a un tas de moments dans la vie quotidienne où on en reste là. On repère un truc, tiens, c'est bizarre, c'est pas comme ça que je pensais que ça allait marcher. Bon. Parce que finalement, si l'engagement derrière n'est pas fort et si l'enjeu n'est pas fort, eh bien finalement, on s'en fiche. On va passer dessus. Parce qu'on ne va pas passer notre temps à interpréter tous les trucs qui nous surprennent. Parce que faites le compte de tout ce qui vous surprend de façon micrométrique dans une journée, et vous allez voir que les possibilités d'apprentissage sont bien plus élevées que celles qu'on utilise. Mettez ça à la dimension de quelqu'un qui est sur l'eau, pardonnez-moi, en activité professionnelle, pas que des sportifs. Heureusement, merci Eliane. Il nous arrive aussi de nager. Ouais. J'espère que tu n'es pas trop surprise parce que je serais inquiet pour... Alors, dans ce cas-là, et bien, quand on est dans une activité professionnelle, et bien, à un moment donné, effectivement, et notamment quand on est débutant, des occasions de surprise, il y en a plein. Seulement, est-ce qu'on a les moyens de les affronter? Pas toujours. Souvent, on les fuit parce que c'est potentiellement dangereux, parce que c'est difficile, etc. Bon, tout ça, ce sont des occasions pour apprendre. En tout cas, ça détecte qu'il y a une possibilité d'apprentissage. Alors après, elle peut se poursuivre ou pas. Si elle se poursuit, ça peut être au départ uniquement un indice. Après, on voit d'autres indices qui vont dans le même sens et qui peuvent faire une forme. Ça peut ne pas aller jusque-là. Mais on peut continuer et finalement fabriquer une nouvelle forme prototypique de la situation. Ah, mais finalement, peut-être que ce qui se passe, c'est pas ce que je pensais. Peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est que mes élèves qui s'ennuient là, c'est pas parce que l'exercice est mauvais, parce que j'ai mal donné mes consignes, c'est peut-être parce que le sens qui est dedans, j'en propose un parcours de compétition, ça avait marché la dernière fois, mais c'était une équipe qui font la compétition, là j'ai des élèves qui ne se connaissent pas, et qui commencent la voile, ouais finalement, concourir ensemble, ça ne les intéresse pas, et ils n'ont pas envie de se comparer, quoi. Donc c'est le sens qui est en jeu. Ah ben oui, effectivement, puis d'ailleurs, regarde,
Et du coup, on va se mettre à créer, à repérer de nouveaux indices, comme par hasard. Pourquoi? Parce que le sens qu'on donne nous organise, comme dans l'histoire de la vieille femme, quand je repère le nez, je repère l'œil, je vois d'autres indices. Donc les choses se reconfigurent. Et effectivement, ce que je prenais pour un ennui parce que mes consignes n'étaient pas bonnes, ben, c'est en fait un ennui parce que le sens de la situation n'est pas bon. Et du coup, je reconfigure les indices. Ah mais oui, mais ils me disent, ah, puis ils me parlent de... Ils jettent de l'eau ensemble, etc. Mais c'est pas qu'ils foutent le bazar, c'est parce que eux, le jeu avec l'eau est plus important que tout ce qu'on paraît. Ah, ça change tout. Et plutôt que les engueuler, on va peut-être faire un jeu qui a trait à l'eau, et pas à la comparaison. Donc là, on est dans une situation, et ça, quand un moniteur débutant le comprend pour la première fois, eh bien, c'est un prototype. Il comprend que la comparaison, la vitesse, etc., c'est pas toujours ce qui motive les foules. Hein, avec les gens pour qui c'est un repoussoir absolu, par exemple. Eh bien, et quand il comprend que ça peut être autre chose, ça devient un nouveau prototype. Alors après, je ne vous le dis pas, après on ne voit plus que ça. Hein, voilà, ça c'est l'explication à tout. C'est là où on est dans la surdétermination après. Un peu comme disait Pastré, hein, avec son histoire de premier niveau, c'est-à-dire qu'on est dans une première situation et il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Donc du coup, on crée, parce qu'on a créé une nouvelle interprétation, on crée une nouvelle habitude d'interprétation, d'où la surdétermination. Ça ne l'est tellement plus qu'on en balance à toutes les sauces. De ce nouveau cas, de cette nouvelle habitude qui va naître peut-être que d'un seul cas, eh bien, on va passer, en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on va commencer à associer, si vous voulez, de nouvelles, il va y avoir une déformation, on va associer de nouvelles situations qui vont progressivement fabriquer une forme moyenne. C'est-à-dire qu'on va voir que ça peut être jeter de l'eau, mais que ça peut être aussi aller se promener. Et que la promenade, c'est pas non plus courir, mais c'est pas forcément jouer non plus avec l'eau. Donc du coup, on va commencer à enrichir aussi ce prototype. Et trouver des régularités. Alors c'est là où je suis d'accord avec toi, Yann, que tu parles de régularité, mais sur la base peut-être d'un cas. C'est bien le cas pour moi qui crée la régularité. C'est pas la régularité qui crée le cas. C'est pas à force de faire qu'on finit par savoir faire. Pas vrai. C'est parce qu'à un moment donné, on a basculé, qu'on se met à faire de façon différente. Voilà. Et puis, autre évolution aussi, c'est quand à un moment donné, cette habitude d'interprétation, elle passe quand même au plan symbolique. Ça veut dire qu'on fait prendre conscience et faire dire aux gens, finalement, quelle est, en une phrase, ou généralement c'est assez laconique, hein, ça se résume à pas grand-chose, eh bien, qu'on fait mettre en mots cette habitude d'interprétation. Et du coup, cette habitude qui est incarnée, qui est très peu, qui est indicible au départ, ça prend la forme d'une règle d'interprétation. Du style, par exemple, pour reprendre mon exemple, eh bien, les élèves ne sont pas toujours intéressés par la compétition ou la comparaison, peuvent être intéressés par le jeu avec l'eau et la jubilation d'être sur un support sur l'eau ou la promenade. Voilà, et ça se résume à ça. Sauf que derrière ça, il y a les indices, il y a un vécu, il y a des repérages de formes, il y a tout ça qui est derrière, quoi, mais qui est indicible quoi, par définition. Mais n'empêche que le dire et le formuler sous forme symbolique, ça permet aussi à la personne elle-même, je vais rester sur le plan de l'apprentissage, de le réfléchir du coup. C'est-à-dire de faire des expériences en pensée sans avoir besoin de passer forcément par le truchement de l'expérience pratique. Et donc ça, c'est un sacré accélérateur après de l'apprentissage. Parce qu'après, on va pouvoir passer sur le plan de la reconstruction de ce type en permanence, mais des fois en anticipant purement mentalement, quoi. Mais faut-il qu'il existe à minima? C'est ça l'idée. Et que quand on fait de la formation un peu applicationniste, j'explique descendant, c'est pas évident parce que comme on n'a pas de base
Alors, on peut donner cette règle-là, mais elle signifie quoi en termes d'indices, en termes de vécu, en termes de ressenti, d'émotion? Rien. Donc on a une jolie coquille un peu vide, quoi. Conclusion de la manœuvre, eh bien, les gens le redécouvrent, d'un seul coup, ils disent « Ah oui, j'ai compris un truc !» Et ils vous disent mot pour mot ce que leur avez dit. Mais ils l'ont compris parce qu'ils l'ont vécu en termes d'indices, en termes de découverte, en termes de contradiction avec leur propre expérience d'interprétation intérieure. Et ça change tout. Des questions sur cette construction de type? Est-ce que tu parlerais de schème interprétatif? Oui, bien sûr. Je parlerai de schème interprétatif, mais ce qui m'empêche... Un type, c'est un schème interprétatif si on est habitué à la notion de schème. Le problème, j'avais pensé à appeler ça à un moment comme ça, sauf que le problème qui est le mien, c'est que dans le schème, tel que le décrit Vergniaud, tu sais, tu as les invariants, tu connais ça mieux que moi, mais notamment, tu as aussi les inférences. Et les inférences, c'est quoi? Ben, ce sont des interprétations, parce que les inférences sont... l'interprétation est essentiellement de nature inférentielle. Inférentielle, ça veut dire qu'on comprend des choses qui ne sont pas immédiatement présentes, qu'on ne voit pas, et qu'on déduit, ou qu'on induit, ou qu'on abduit. Enfin, C'est mis en lien. c'est mis en lien, hein, c'est fabriqué à partir de... voilà, c'est créé par la personne à partir de ce qu'on peut voir. Voilà. Donc, c'est embêtant de parler d'un schème dans le schème, quoi. Parce que théoriquement, ça va devenir compliqué. Parce que dans le schème, il y a les inférences, et donc c'est l'interprétation. Donc, du coup, un schème interprétatif dans le schème lui-même, ça va faire beaucoup de schèmes, quoi. Donc, je me suis dit, bon, on va éviter ça. Mais c'est vrai que... Alors, je pourrais dire des choses comme ça mieux, je pense. Je dis que c'est la partie, si tu veux, interprétative du schème. C'est plus propre, quoi. C'est plus clair. C'est la partie interprétative du schème, c'est-à-dire ce que renvoie à... Et par contre, ça c'est l'interprétation. Alors par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est pas l'interprétation. Ça a été quand même beaucoup plus analysé. Ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage interprétatif. C'est-à-dire comment de l'action... C'est une construction de schème, si on retient le mot schème. C'est une construction de schème. Voilà, c'est les process de construction de schème, notamment par le biais, vu sous l'angle, prioritairement, si tu veux, de l'interprétation. Mais ça dépend en fait du cas de théorie. Quelque part, hein, parce Ouais, qu'il y a mais... des parties de taureau, donc... Non, mais en même temps, attends, ça... C'est très... Après, tu l'appelles schème, tu l'appelles un variant opératoire. Non, mais c'est bien parce qu'en même temps, il faut quand même se repérer par vos cas théoriques, savoir où on est aussi, parce que bon... Et c'est vrai que sur la notion de schème, bon, c'est... voilà, moi je me suis dit comme ça, partie interprétative du schème. Voilà. Et les apprentissages interprétatifs, c'est la construction de cette partie interprétative dans le schème, mais ça a des résonances sur les autres parties du schème, hein, forcément. Le schème, il est aussi opératoire. Ben oui. C'est pas par hasard. Donc deuxième grande catégorisation des processus d'apprentissage interprétatif, donc la reconstruction des anciens types. Alors, là il y a quelque chose que j'essaie d'apporter, auquel je tiens beaucoup, c'est que généralement on voit les évolutions, si vous voulez, en termes d'apprentissage, essentiellement en termes d'abstraction de plus en plus grande, vous savez. Et toujours, bon, on va passer de l'action à la conceptualisation, ou la conceptualisation, on va vers l'action, et c'est une espèce de procédurisation, c'est bon. Et c'est vrai que quand on voit d'un point de vue de la pratique vers les opérations symboliques, on les voit toujours sous forme d'abstraction, c'est-à-dire qu'on enlève de plus en plus des détails pour garder les traits les plus importants, les plus significatifs, qui nous permettent de comprendre plus de situations qui sont réunies sous le même chapeau, sous la même habitude interprétative. Alors, certes, il y a ce phénomène, et donc moi je l'avais défini comme ça en termes de généralisation, parce que je n'aime pas beaucoup l'abstraction, mais généralisation, c'est les types que l'on a, les études interprétatives. Quand on agit, on ramasse de nouvelles situations, et on se dit, bah, finalement oui, c'est proche de ce que j'avais vu déjà ça,
finalement, ça ne ressemble pas tout à fait, mais ça marche pareil. Donc du coup, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente le pouvoir d'interprétation de son type. C'est-à-dire que, vous comprenez ça? Cette habitude interprétative, on l'applique à plus de situations. Et pour le faire, eh bien, on enlève des détails et on reprend des traits de plus en plus généraux. Forcément. Donc là, on est bien dans un phénomène d'abstraction. Mais ça, je suis désolé, alors ça, c'est le truc qui est dit partout, c'est vrai, que moi je l'ai constaté dans mes données, mais ça ne peut pas marcher tout seul. Pourquoi? Ben, simplement parce que si c'était le seul processus, eh bien très rapidement, on n'aurait plus qu'un seul type pour interpréter tout. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, mais si j'ai fait aussi des parallèles. Alors, et c'est vrai que quand on repère des... Bon, des off. On peut couper Oui, j'ai dit on coupe. le... coupe le... Les terres de la France et de l'univers sont dues à l'immigration. Et ça explique tout. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui sont liés à ça. C'est une telle surdétermination, c'est hallucinant, c'est aberrant, quoi. Donc, c'est vrai que les phénomènes de généralisation, on peut les construire comme ça. Et arrivé à un moment donné, on va avoir des surdéterminations. Et puis, on a aussi des gens qui ont des lubies, quoi, où tout est focalisé sur un truc. Alors, Freud n'est pas un con. Non, mais il a des... Non, mais on a tous quand même des orientations comme ça. Ouais, on a tous des orientations comme ça, mais c'est vrai que il faut éviter la surdétermination. Bon, alors on va revenir. Donc, ah voilà. Eh bien, ça change tout aussi. Mais bien sûr, mais cette généralisation au pluriel, elle s'accompagne, en tout cas cette généralisation, que je vais garder quand même au singulier, mais au niveau de l'idée, je pense qu'on est assez proche. C'est qu'en fait, pour moi, elle s'accompagne obligatoirement d'un autre processus, pour ne pas se retrouver avec un seul type qui organise toute notre interprétation, qui est un processus de différenciation. Et c'est pas on fait l'un ou on fait l'autre, c'est que moi, ce que j'ai vu dans mes données, c'est que c'est absolument indémêlable. C'est-à-dire que ce sont deux phases d'un même processus. De conceptualisation, je dirais, pas stray, mais, ou de construction, dans mon vocabulaire, de construction de type d'apprentissage interprétatif. Pourquoi? Parce que finalement, alors la différenciation, d'abord, qu'est-ce que c'est? Une définition. Donc j'ai défini ça comme un process, si vous voulez, de pouvoir de discrimination plus important des situations dans l'interprétation et qui décompose des types usuels, des types dont on a l'habitude qui sont usuellement utilisés par une personne, hein, évidemment, et se décompose dans d'autres types. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit « Ah oui, là, je croyais que tous les enfants, ils étaient mobilisés par faire la course. Ah ben, je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait le cas, pas toujours, et que là, du coup, je relativise. Et donc, du coup, je fabrique quelque chose qui vient de cette idée-là, et c'est bien parce que j'ai cette idée-là que je constate autre chose, donc il y a une surprise, et cette surprise allant au bout sur l'apprentissage, je fabrique un autre type qui devient concurrent du premier. Et du coup, cette concurrence fait que j'affaiblis la marge d'interprétation de ce type général, et je fabrique un deuxième apprentissage interprétatif, qui est un nouveau type concurrent, mais j'ai différencié. Et du coup, j'ai trouvé une nouvelle habitude d'interprétation pour fabriquer ça, et en même temps, je généralise. Voilà, c'est pas besoin de le animal. Et en même temps, je généralise. Une autre classe de situation. Mais oui, je crée une autre classe de situation qui est différente de la première, mais en même temps, je suis obligé de fabriquer un autre chapeau qui est, eh bien, il y a différentes formes d'investissement dans l'activité des élèves. Je suis bien obligé de généraliser pour l'intégrer. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais faites bien attention à ça, c'est bien parce que j'ai différencié que finalement, je généralise. Donc, ce n'est pas uniquement un phénomène de on fait rentrer des situations dans la même catégorie progressivement, on monte la pyramide parce qu'on augmente la base, je dirais. Vous voyez l'idée? Par abstraction progressive, c'est parce que je fabrique, à la limite, d'autres pyramides que je vais
augmenter, je suis obligé pour garder une cohérence, fabriquer en fait des catégorisations surordonnées. D'ailleurs, pas toujours, je ne suis pas toujours obligé, parce que si je ne passe pas au plan symbolique, à la limite, je vois quelque chose et je peux réagir direct avec. Alors ça va être l'intérêt du symbolique, c'est qu'on peut effectivement réorganiser tout ça après de façon cohérente, par le langage notamment. Est-ce que c'est des sous-types? Non, ce sont d'autres types à côté. Pour moi, ils sont tous à égalité. Il y a ça parce que tu sais, quand tu es dans une action, tu ne demandes pas si celui-là vaut mieux que l'autre. Enfin, si, mais tu ne demandes pas si c'est... Voilà. Oui, mais si tu veux, l'idée c'est que tu vas voir quelque chose, ça va te paraître important. Oui, tu vas dire c'est ça, donc il faut agir comme ça. Et voilà, et même si l'expert c'est quoi finalement? C'est quelqu'un qui va te dire oui, en général c'est comme ça, mais là c'est autre chose. Parce que là, c'est quelque chose de très particulier, parce que j'ai déjà connu ça. Et dans l'action, ça peut être un type très marginal dans son activité professionnelle, mais à un moment donné, c'est bien celui-là qui va faire expertise. Parce que c'est celui-là qui ne veut pas avoir forcément les débutants, on va dire ouais, mais là, il ne faut pas du tout faire ce qu'on fait d'habitude, tac, faire ça. Parce que, en fait, et le gars, tu lui demandes pourquoi, il va t'expliquer son interprétation. Jamais l'interprétation, elle apparaît en premier plan, hein, ça, jamais. Il va dire je vais faire ça. Tu lui demandes le pourquoi, et parce que regarde, j'ai vu ça, et puis ça, je sais que, et il se passe ça, donc si on fait ça, il risque de se passer ça. Et il y a tout le système interprétatif qui est derrière. Et en toile de fond, vous voyez, comme un écran, on ne voit jamais l'écran, on voit l'image. Ouais, mais c'est l'écran. Est-ce qu'un type peut devenir une norme? Bien sûr. Je réponds spontanément, je n'ai pas pensé comme ça, mais oui. Mais il faut s'en méfier. Mais après, voilà, il faut s'en méfier, parce que si ça devient une norme, probablement on tue les possibilités de remise en cause, d'évolution permanente qui font la richesse. Oui, voilà, bien sûr. Enfin bon. Voilà. Bon alors, je vais juste passer parce qu'il me reste plus de temps, donc pour aller sur des aspects de formation ensuite, il y a du temps pour les aspects de formation. Donc, alors, j'ai formalisé, j'ai modélisé donc 6 process, 3 dans la différenciation, 3 dans la généralisation. Et globalement, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la différenciation, au départ, très souvent des contextualisations. C'est-à-dire que, ce que j'appelle contextualisation, c'est-à-dire que, vous savez, c'est le moment où les moniteurs me disent ouais, là, je croyais qu'il se passait ça, mais j'ai vu ça, et puis à ce moment-là, c'est passé ça. Vous voyez, une espèce de surfond d'une habitude déjà existante, la survenue d'indices divergents, qui commencent à faire douter qu'on est tout à fait dans la même situation. Donc, pour les gens, ça prend la forme d'une contextualisation. Ah oui, dans ce contexte-là... bon. Et le processus qu'il y a derrière, c'est que c'est une mise en doute. On commence à mettre en doute. Le premier truc, c'est est-ce que... on ne dit jamais ça comme ça, mais ça correspondrait à, si on voulait le mettre en forme langagière, est-ce que ce que je pense habituellement sur ce type de situation, c'est toujours aussi évident là, est-ce que ça marche vraiment? Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Donc il y a un doute. Le doute, c'est un premier niveau, c'est un premier pas, c'est un apprentissage déjà. Simple. Il ne va pas au bout, mais c'est un amorçage d'une transformation d'un type usuel. Dans le même temps, au niveau généralisation, très souvent ce qui se passe, c'est une mise en relation de plusieurs types. C'est-à-dire qu'on dit, bien là, et souvent ça prend la forme d'un dilemme interprétatif. Alors ça, c'est une notion qui me tient à cœur. C'est l'idée que finalement, on dit, ah, ça peut être ça, mais ça pourrait être ça aussi parce que, et on hésite entre 2 interprétations possibles de la situation, parce que les indices on est dans les formes ambiguës, même pour soi, et on voit 2 faces, vous voyez, la vieille femme ou la jeune femme, et on ne sait pas trop laquelle choisir finalement, parce que, et quelle est l'interprétation qui va être la plus pertinente. Donc du coup, voilà, on hésite. Et ça se produit notamment quand il y a la survenue de nouveaux types qui deviennent commencer à concurrencer des types plus anciens dans la même situation. On se met à interpréter de façon un peu différente. Et du coup, ces jeunes prétendants, là, viennent, voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de conflit interne et viennent contester la suprématie des anciens. Et du coup, on est dans des dilemmes. Voilà. On ne sait pas sur lequel... Quand tu
parles de pertinence, c'est par rapport aux résultats attendus. Oui, Hein, parce que bien quand- sûr, quand par ils rapport ont au de- souhait, c'est ce qui organise par rapport à l'engagement. Ouais, parce que par l'exemple C'est de pas la, une norme. de la femme, Oui. il y a de pertinence. Oui, alors- Il existe les deux. Voilà. C'est la différence qu'il y a effectivement entre la contemplation d'une figure et une engagement situation dans l'action. engagée. C'est-à-dire que ça s'arrête là. C'est-à-dire après, le problème c'est qu'on n'a pas de finalisation dans la contemplation. Parce que tu mets un moniteur sportif et un psy dans la même situation, la pertinence n'est pas la même. Absolument. Ils ne vont pas regarder les choses, ils ne vont pas voir les mêmes choses parce que leur orientation, déjà leur focalisation, vont être organisées par un engagement qui est différent. Ça c'est fondamental. D'où l'importance en formation de commencer à rentrer par l'engagement. Parce que sinon, moi c'est un truc que, enfin, j'ai une aparté, mais maintenant je m'interdis d'intervenir sur un moniteur ou quelqu'un dans l'action sans connaître son engagement à lui et ses préoccupations. Parce que sinon, on est 3 fois sur 4 à côté de la plaque. Comment? Je disais qu'il y a des stagiaires qui ne sont pas du tout engagés non plus. Si. Et justement, peut-être qu'on peut travailler Il y a sur toujours, il y a toujours un engagement. formateur. Non, mais il y a toujours un engagement. Parce que si tu dis ça, parce que tu le vois en termes quantitatifs, c'est-à-dire pas engagés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas motivés pour faire. Ils ont des préoccupations et ils ont des choses qu'ils cherchent à faire. Alors après, ce n'est pas forcément les tiennes, ou ce que toi tu voudrais sur lequel ils sont engagés. Mais il faut distinguer ce qui est de l'ordre du quantitatif, ce qui est de l'ordre du qualitatif. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui vont dire, voilà, ils ont l'air assez cool, ils ont raison qu'ils s'en foutent, mais c'est peut-être simplement parce qu'ils sont tétanisés par la trouille du jugement, et qu'à un moment donné, bon, voilà. Ou alors, tu as raison, il y a des engagements qui ne sont pas intéressants. Ça peut être l'engagement, essayer d'en faire le moins possible pour se montrer le moins possible et puis éviter les problèmes. Mais c'est quand même un engagement. Mais oui, ce que je veux dire, c'est pas forcément un engagement positif en termes de formation, mais le comprendre en tant que formateur, c'est fondamental, si tu veux agir dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours un engagement, de toute façon. Après, il faut essayer de comprendre le qualitatif. Bon. Alors, donc là, on est dans l'ordre du dilemme interprétatif. Voilà, donc, autre façon de différencier, point important, on passe des traits de surface de la situation, il se passe ça, à pourquoi ça se passe de cette manière-là. Et là, on est dans un système d'explication causale créé par l'individu. Et du coup, on est dans des inférences où on va plus se contenter de regarder ou de dire, ben là, il se passe ça, donc je vais faire ça, mais il se passe ça, je vois ça, mais ça veut dire ça, et ça veut dire que les élèves ne sont pas motivés, mais ils ne sont pas motivés parce que le sens de parce que. Et là, on est dans l'explication causale et on change de registre. On est dans l'argumentation personnelle. Bon, je ne vais pas passer sur la théorie de l'argumentation, mais sur les explications causales. Et du coup, eh bien, ça change les choses. C'est-à-dire qu'on peut, du coup. Alors, c'est intéressant parce que des fois, on a des effets de différenciation, alors même que les choses se ressemblent au niveau de la forme, s'apercevoir que malgré cette ressemblance apparente, on est dans deux situations très différentes. Ou l'inverse. Deux situations semblent être très différentes dans leur perception, mais en fait renvoient au même type de fonctionnement profond. Et du coup, on peut avoir par le même processus, comme ça, d'approfondissement, donc de passer à la structure profonde, et bien les effets de généralisation et les effets de différenciation. Voilà. Bon, là, c'est classique. Généralisation par intégration d'une interprétation occurrente. Je trouve une nouvelle situation qui vient donner de l'eau au moulin d'un type qui fonctionne déjà bien et qui est confirmé, mais en étant confirmé, il intègre quelque chose où, bon, ça ne ressemblait pas tout à fait, mais finalement, ça marche pareil. Donc, hop, on va monter au niveau de l'abstraction. Pragmatique. Hein. Et puis, dernier point, différenciation actualisée de type par mise en relation d'un faisceau de type. Alors là, on passe au plan symbolique. L'idée, c'est que, par exemple, dans une analyse rétrospective, vous pouvez amener à faire formuler aux gens, et ça c'est très intéressant, finalement essayer de trouver qu'est-ce qui organise leur perception, qu'est-ce qui organise leur interprétation, bon, pour tout dire, une formulation de leur type. Ah bien oui, moi, dans ce type de situation, je pense qu'il se passe systématiquement ça, et je le vois. Et comment tu le vois, avec ça, comme indice, etc. C'est de reconstituer.
Et bien du coup, à travailler là-dessus et à comparer d'autres systèmes d'interprétation et d'autres types, eh bien on peut travailler directement au niveau symbolique et faire évoluer les gens par rapport à ça. Alors je dis faire évoluer, là je suis dans le prescriptif, mais quand on regarde, je dis ça parce que dans mes données, et c'est là où il y a les différences entre acteurs, il y a des acteurs qui sont assez habiles pour passer au niveau symbolique et dire, bah ouais, là dans cette situation je fais ça, mais c'est vrai que souvent, puis j'avais vu autre chose et je pensais que, mais non, parce que finalement, et du coup faire fonctionner au plan symbolique des expériences qui font gagner un temps fou. Parce que plutôt que refaire son expérience aussi par l'action uniquement, ils utilisent l'action, mais en passant au plan symbolique, eh bien, pour faire des expériences en pensée, comparer des choses, prendre des décisions un peu de règles générales, qui vont essayer après réinjecter dans l'action. Donc, attendez, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et ça, c'est une différence que j'ai notée entre deux acteurs que j'avais, où il y en a un qui passait jamais sur ce plan-là, et l'autre qui le faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux dire que la vitesse d'apprentissage n'est pas la même. Ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Et entre ces deux acteurs, il y a quelque chose qui était fondamental aussi, c'est qu'il y en avait un qui apprenait uniquement parce que la surprise lui suffisait. C'est-à-dire que quelque chose où il était surpris, mais où positivement, eh bien, il va aller essayer de comprendre pourquoi ça se passait. C'est ce qu'on appelle la curiosité. Mais finalement, pourquoi ça se passait de telle manière et comprendre les choses. Et l'autre, si ça avait fonctionné, il n'était pas déçu, ça marchait. Bon, bah, ça marche. On ne se pose surtout pas trop de questions. Eh bien, c'est pareil, l'apprentissage n'est pas le même. Et la différence qu'il y avait entre ces deux acteurs, c'est que l'engagement était différent. L'engagement en formation de celui qui fonctionnait plus efficacement dans l'apprentissage, eh bien, était organisé sur l'apprentissage. L'autre était organisé sur la réussite de l'action et sur la réussite montrable à autrui. Et ça change tout. Dans un cas, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, j'essaie de comprendre et d'améliorer, de transformer mes représentations, mes types, mes façons de fonctionner, mes référentiels, enfin de me transformer et d'utiliser les choses pour me transformer. De l'autre, ça c'est pas la priorité. La priorité c'est de réussir en gardant la stabilité. Du coup, eh bien, difficulté à pouvoir apprendre parce que quand on veut réussir à tout craint, eh bien, on ne peut plus se permettre de se transformer. Et donc ça implique des choses en termes de formation directement. Il faut donner la possibilité aux gens de se transformer, ça leur permet aussi de prendre ces risques, de sensible à l'étonnement et de prendre l'occasion de pouvoir apprendre. Faut-il leur offrir des moments d'enquête, etc. Alors voilà. Bon, des pistes pour cultiver la surprise dans la formation. Donc cultiver la surprise. Je finis, je termine là-dessus. Favoriser l'émergence de nouveaux types en relation avec de nouvelles déterminations de l'action. Bon, c'est facile à dire. On va voir. Favoriser l'émergence de nouveaux types, de nouveaux engagements en relation avec les nouveaux types. Changer aussi ce que je cherche à faire. Et notamment aussi changer le fait que ce qui compte, c'est pas de réussir. Ce qui compte, c'est d'apprendre. Favoriser l'engagement de l'apprenti dans une situation incertaine pour lui. Alors qu'ils vont faire l'inverse. On peut travailler sur l'engagement du moniteur et l'engagement de l'apprenti. Ah ben oui. Et du formateur. Hein. Ouais. Favoriser l'énonciation des types, mais de façon réservée aux situations vécues. Référer aux situations vécues. Hein, pardon. Donc c'est passer aussi au plan symbolique, c'est important, l'action c'est pas uniquement, voilà, hein, il y a tout l'aspect aussi, peut-être décrivé hier Pastré, hein, sur la réflexivité, et bon c'est plutôt après l'action. Favoriser le développement des types par un questionnement, voilà, c'est ce que je vous propose. Donc j'avais vous donné une photocopie de ça, et l'idée c'est de dire finalement ces processus, on peut les stimuler simplement en questionnant les gens dessus. Alors, je vous donne l'exemple pour la favorisation de la création d'un nouveau type. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que moi, j'ai travaillé sur le questionnement pour comprendre l'activité des gens dans l'action.
en tant que formateur. Hein. Mais je me suis aperçu que quand je posais des questions sur l'engagement, ben eux, j'étais obligé de me répondre pour comprendre leur engagement, mais j'étais obligé aussi de le formaliser et puis de le clarifier. Quand je leur posais des questions sur c'est quoi, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la situation, quel est l'état de la situation pour toi, des fois ça les laisse un peu sans voix, et du coup, alors vous voyez, c'est jamais neutre, c'est pas je me renseigne, ils me donnent des informations, c'est que la question, je me suis aperçu d'un truc très simple, on aurait pu anticiper mais que je n'avais pas vu comme ça, c'est que c'est les stagiaires eux-mêmes qui disent mais tes questions sont vachement intéressantes parce que ça nous oblige à le faire. Moi je voulais pas. Moi je voulais qu'ils me disent des choses. Mais finalement c'est intéressant en termes de formation. C'est que du coup ça les oblige à... et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? À anticiper, à essayer de déterminer la situation plus clairement, etc. Et je me suis aperçu et je me suis finalement petit le même système, c'est-à-dire les questionner sur leur propre processus d'apprentissage. Ça nous permet d'être renseignés, mais en même temps, ça va les stimuler. L'idée, est-ce que tu es surpris de ce qui arrive là? Ben oui, un peu quand même. Et quel est l'état de ta surprise? Pourquoi? À quoi tu t'attendais? Donc, à quoi tu t'attendais, ça renvoie au type mobilisé. Donc, je vais le forcer à mettre en mots son type. Qu'est-ce qui te surprend? Ben, c'est la même chose. Ben, ça, parce que voilà, je m'attendais. C'est pas, elles sont redondantes ces questions, hein, bien sûr. En quoi la situation était différente de celle à laquelle tu t'attendais? C'est ce type de choses. Aider à la création d'un nouveau type hypothétique ou prototypique. Alors, hypothétique, c'est je fais des hypothèses, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, c'est ce que j'ai loupé tout à l'heure un petit peu. Mais, eh bien, qu'est-ce que tu supposes, moi, qu'il se passe? Ah bah ouais, ils n'ont pas d'être sûrs, mais ben, peut-être qu'il peut se passer ça, ou il se passe ça. Eh ben, on va essayer de faire. Alors, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben, on pourrait essayer de faire ça. Ben, on essaye. On voit si ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, c'est que ton interprétation est intéressante. Si ça ne marche pas, bah, c'est qu'elle n'est pas intéressante. C'est pas vrai ou faux. C'est efficace ou c'est pas efficace. Parce qu'on peut toujours trouver une autre interprétation toujours mieux. On fait que ça. Aussi, en se débarrassant de la notion de vérité, ça aide les choses. Le formateur n'a pas la vérité. Mais il a peut-être une interprétation plus efficace que celle quand même de personnes moins expérimentées. Pas pareil. Mais quelqu'un d'autre peut avoir une interprétation encore plus efficace. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute.